Les ordres fameux, la Toison d'or, par Jean Lecoq. Les décorations en tout pays se distribuent aujourd'hui avec une simplicité toute démocratique. Cela tient à ce que les gens que l'on décore sont trop nombreux. S'il fallait procéder à des cérémonies d'investiture pour chacun de nos officiers d'académie ou même de nos chevaliers de la Légion d'honneur, on n'en finirait pas. Une mention à l'officiel, cela suffit, et le nouveau décoré arbore son ruban. Le cérémonial n'est pas plus compliqué que cela. Pourtant, à l'étranger, on avait conservé jusqu'à présent, pour l'investiture de certains ordres, le protocole solennel d'autrefois. L'Espagne, notamment, gardait cette tradition en ce qui concerne la remise de la Toison d'or. Mais là aussi, le formalisme traditionnel se trouve singulièrement simplifié. Plus de tenues de chapitre, plus de costumes. Récemment, le dictateur Primo de Rivera a apporté à M. Gaston Doumergue les insignes de la Toison d'or. La chose s'est faite sans le moindre apparat. Il est vrai que les étrangers qui reçoivent l'ordre sont dispensés des formalités du serment, du coup d'épée sur l'épaule, que le grand maître doit donner au récipiendaire, et exemptés également des frais de chancellerie. Le chef de l'ordre, en leur remettant les insignes, se contente de leur adresser la formule de réception que voici. « L'ordre reçoit votre Excellence en son aimable compagnie, en signe de quoi je vous mets ce collier. Plaise à Dieu que votre Excellence le porte longtemps pour son honneur et pour sa gloire. » C'est ainsi que M. Doumergue reçut la Toison d'or, laquelle eut avant lui pour titulaire en France 5 de ses prédécesseurs à la présidence, le maréchal de MacMahon, Grévy, Félix Faure, messieurs Loubet et Poincaré. L'ordre de la Toison d'or, créé le 10 janvier 1429, aurait, s'il faut en croire la légende, pour origine une histoire d'amour. En ce temps-là, Bruges était la capitale des ducs de Bourgogne, capitale magnifique entre toutes. Ce n'était là que fêtes, carrousels, tournois et festins. Le bon duc Philippe, qui présidait à toutes ces réjouissances, aimait à être entouré des plus merveilleuses beautés flamandes. Or, à chacune des jolies femmes de sa cour, il avait demandé une mèche de ses cheveux, et de toutes ces mèches réunies, il avait fait un collier qu'il portait dans les cérémonies. Toutes les toisons qui composaient ce collier étaient blondes, mais l'une d'elles était beaucoup plus blonde que les autres, elle était d'un blond ardent. Disons qu'elle était rousse, absolument rousse, et comme elle occupait la place la plus visible dans le collier ducal, on la voyait se détacher, rutilante, au milieu des autres mèches de tonalité moins éclatante. Vous n'êtes point sans savoir que les cheveux roux ont de tout temps défrayé la malignité publique. Les seigneurs de la cour de Bruges se gaussaient volontiers de cette toison rousse que le duc portait aussi ostensiblement sur la poitrine. Mais le duc trouva le moyen de les faire taire, et voici comment il s'y prit. Il faut vous dire que la mèche rousse qui ornait le collier du duc venait de la chevelure d'une dame bourgeoise qui s'appelait Marie van Combruge, et qu'on avait surnommée la perle de Bruges à cause de sa beauté. Cette dame était mariée à un artiste alors célèbre que le duc avait envoyé en Portugal. Et vous devinez la raison de cette mission lointaine. C'est que le bon duc Philippe était fort épris de la perle de Bruges et qu'il n'était pas fâché d'éloigner d'elle son mari. Donc, comme la belle Marie van Combruge s'apercevait qu'on riait de sa chevelure rousse et qu'on blâmait le souverain d'en avoir placé une mèche parmi les mèches blondes que lui avaient offertes les autres dames de la cour, Philippe la consola en lui disant que tel qui riait de cette toison la tiendrait bientôt en grand honneur. Et c'est pour tenir cette parole qu'il fonda l'ordre très noble et très insigne de la Toison d'or. Telle est la légende. Maintenant, les historiens vous diront que ce n'est qu'une fable, et qu'à la vérité, le bon duc Philippe fonda la Toison d'or pour glorifier surtout l'industrie des laines, qui avait fait sa fortune et donné à la Flandre la prospérité. Cela est évidemment plus vraisemblable, mais avouez que la légende est plus jolie. Le duc Philippe, ayant fondé la Toison d'or, s'en attribua la grande maîtrise et décida que l'ordre, qui aurait pour but la défense du prince et de la religion, ne pourrait être conféré qu'à des gentilshommes de nom et d'armes sans reproche. Dans son histoire des ducs de Bourgogne, de Barante observe que l'ordonnance publiée par le duc pour régler les devoirs des chevaliers et les cérémonies de leur réception est le plus beau code d'honneur et de vertu chevaleresque. Philippe le Bon ne nomma d'abord que 31 chevaliers, tous de la plus haute noblesse. Charles le Téméraire en augmenta le nombre, mais l'investiture ne fut jamais donnée qu'à des gentilshommes qui en étaient dignes. La tenue des chapitres de la Toison d'or fut l'occasion des fêtes les plus somptueuses,
dans toutes les grandes villes soumises à la souveraineté des ducs de Bourgogne. À l'abdication de Charles Quint, la grande maîtrise demeure attribuée également aux deux lignes de la maison de Habsbourg, qui régnaient l'une sur l'Autriche, l'autre sur l'Espagne. Et c'est ainsi que, jusqu'à l'époque où la monarchie autrichienne sombra dans la défaite, il y eut deux toisons d'or. Toutes deux avaient conservé les traditions primitives. La toison d'or, qu'elle fût espagnole ou autrichienne, demeurait un ordre souverain. Elle ne se conférait qu'aux rois, aux personnages les plus éminents et aux représentants de la plus haute noblesse. Les insignes consistent en un mouton doré, une toison d'or suspendue au cou par un large ruban d'un rouge foncé, ou par un collier enrichi de diamants. Quant au costume, aujourd'hui abandonné, mais qu'avant la guerre des chevaliers portaient encore dans les occasions solennelles, il était resté le même qu'au temps de Philippe le Bon. Robe en velours rouge foncé, doublée de taffetas blanc, long manteau de velours pourpre bordé d'une riche broderie en or, sur laquelle sont représentés les insignes de l'ordre. Sur la tête, le chaperon du XVe siècle, en velours pourpre brodé d'or, dont l'extrémité tombe en arrière et s'attache à l'épaule. Cette fidélité à la conservation du costume pendant près de 5 siècles montre combien sont fermes les traditions de l'ordre illustre, tradition glorieuse qu'on fit revivre à Bruges il y a 18 ans dans une exposition fameuse. Cette exposition réunissait tout ce qui, depuis la fondation, se rattache à la toison d'or. Portraits des chevaliers, bijoux, insignes, emblèmes, blasons des chapitres, sceaux, jetons, monnaies, médailles de souverains et chevaliers, peintures, tapisseries, enluminures. C'était bien l'ensemble de richesses historiques le plus extraordinaire qu'on pût imaginer. Entre autres merveilles, on vit là les miniatures célèbres dans lesquelles le maître de la peinture héraldique moderne, Joseph van Driesten, a tracé l'histoire de la toison d'or et qui coûtèrent toute une vie de travail à cet émule des grands enlumineurs d'autrefois. Après la chute de la monarchie des Habsbourg, la Belgique avait réclamé la grande maîtrise de la toison d'or autrichienne avec le trésor et les archives. Tout cela lui revenait de plein droit. L'ordre ayant été fondé à Bruges, il était naturel qu'il retournât à ses origines. Les arbitres commissaires de la commission interalliée des répartitions, chargés de prononcer sur cette réclamation, ne crurent pas devoir y faire droit. Il n'y a donc plus aujourd'hui qu'une seule toison d'or, l'espagnole. Mais sait-on que naguère il y en eut 3, et que parmi les créations de Napoléon Ier figura un ordre de chevalerie intitulé « Ordre des 3 toisons d'or ». L'empereur voulait que cet ordre fût la décoration par excellence. Il le mettait au-dessus de la Légion d'honneur. L'ordre des 3 toisons d'or fut créé par décret daté du camp de Schönbrunn le 13 août 1809. Il devait se composer de 100 grands chevaliers, 400 commandeurs et 1000 chevaliers. Les princes du sang, pour en être dignes, devaient avoir fait au moins une campagne. Les ministres avoir tenu leur portefeuille au moins 10 ans sans interruption. Et il n'est point un ministre d'aujourd'hui qui pourrait y prétendre. Aucun militaire ne pouvait être admis dans l'ordre s'il n'avait reçu au moins 3 blessures et s'il ne s'engageait à mourir sous les drapeaux. Cette fondation impériale fut d'abord assez mal accueillie. Les titulaires de la Légion d'honneur s'alarmèrent. La Cépède, grand chancelier, se fit l'écho de leurs plaintes. Il protesta, disant que l'institution nouvelle aurait pour effet d'amoindrir la Légion d'honneur et d'en faire un ordre secondaire. L'empereur passa outre. Il ordonna la composition d'un insigne. Mais cet insigne ne le satisfit pas. Il était assez lourd et compliqué, et représentait un aigle tenant, suspendu à ses serres, 3 dépouilles de mouton. Trop de toison. Néanmoins, l'empereur avait constitué alors une dotation de 1 500 000 francs. Le 15 octobre 1810, le moniteur contenait ces 2 nominations, le comte Andréasi, conseiller d'État, président de section à la guerre, était fait grand chancelier, et le comte Schimmelpenning, grand trésorier de la toison d'or. L'année suivante, l'empereur s'occupe de donner un costume aux titulaires de l'ordre et de fixer définitivement la forme de l'insigne. Mais on ne prend pas de décision. Le 14 août 1811, on parle encore de la toison d'or. On cherche un hôtel pour le grand chancelier. On pense à organiser la partie administrative et à nommer des fonctionnaires pour la grande chancellerie. Mais tous ces projets demeurent irréalisés. Voici les jours mauvais. Napoléon a autre chose en tête que les ordres de chevalerie. Et c'est ainsi que disparut la toison d'or française. Jean Lecoq.